deux mots pour ceux peut-être qui sont un peu moins branchés rugby que d'autres dans la salle. Un immense merci à Xavier qui effectivement est venu dès ce matin, parce qu'il a dit moi ce qui m'intéresse c'est pas juste de faire une petite présentation, mais de vraiment m'immerger dans votre milieu, de rencontrer des gens. Alors ça passe toujours très vite, on voudrait faire plein de choses, mais on n'a pas forcément toujours eu le temps. Donc Xavier, qui est ici, certains connaissent, peut-être d'autres moins. À lui tout seul, c'est 3 titres de champion de France, 2 fois champion d'Europe de rugby, 32 sélections en équipe de France, c'est ça, dont 2 grands chelems. Voilà, c'est un palmarès, ça pose tout de suite un homme pour les gens du rugby. Et donc, il va nous faire part de son expérience peut-être de joueur, comment on prend une décision sur un terrain, peut-être très très vite, peut-être comment on prend des décisions de carrière aussi, puisque je crois qu'il y a une notion qui est la fidélité. Alors, tu l'as compris, il y a des gens qui étaient plutôt jaunes et bleus dans la salle. Et là, voilà. On aime bien les rouges et noirs aussi, mais enfin bon, voilà, on est plutôt jaune et bleu, mais il y a une espèce de fidélité que Xavier, dont Xavier nous parlera. Et puis après, il a débuté, évidemment, vous l'avez compris ce matin aussi, une carrière d'entraîneur avec des hauts et des bas, comme pratiquement tout entrepreneur. C'est pas toujours une ligne droite, c'est même jamais une ligne droite. Donc voilà, Xavier, à toi. Et puis après, bien sûr, l'idée, c'est pour clôturer ce forum, d'avoir un temps d'échange avec lui. Merci. Ça va venir. Touche pas, ça va venir. Ah, c'est bon, voilà. Bonjour à tous. Désolé, je sais qu'après le repas, c'est toujours compliqué de rester attentif. Donc je vais essayer d'être le plus expressif possible pour qu'on puisse passer un bon moment. Donc d'abord, merci beaucoup. Merci Charlotte, Madame la Présidente, merci de m'avoir invité. Comme tu disais, j'avais à cœur de venir ce matin parce qu'on est souvent, en tant que sportif, confronté toujours à notre microcosme, où on se voit que nous, on s'entend que nous, on passe du temps entre nous, et finalement, on ne voit pas ce qui se fait autour. Et c'était important pour moi ce matin de venir voir ce qui se disait, pouvoir humer, sentir cette salle. Je voulais faire une parenthèse, je voudrais m'adresser à Claire sur la précédente intervention en fin de matinée. Franchement, bravo, chapeau. Les émotions ressenties, j'étais assis, j'ai apprécié ce discours plein de sensibilité, plein d'authenticité. Puis ça m'a parlé surtout, parce que tous ces mots, MAUX, on les ressent aussi inexorablement quand on est à la tête d'un projet qu'il faut prendre des décisions. Parce que comme on ne lit pas dans la mare de café, effectivement, il y a des fois le doute est présent, la peur, parfois le déni. Donc bravo pour l'intervention. C'était, en tout cas, moi, ça ne m'a pas laissé de marbre. Donc bravo pour ça. Donc par la suite, je m'appelle donc Xavier Garbajosa. Donc le Xavier de ce matin, c'était bien moi, celui où le président Altrad parlait sans cesse. Donc c'était bien moi, voilà. Donc j'ai 3 enfants, je vais bientôt faire 45 ans, je suis né à Toulouse. J'ai eu la chance de jouer au rugby au Stade Toulousain. Je dis bien la chance parce que le Stade Toulousain reste un club à part, tout en étant chauvin. C'est dans ce club-là que j'ai grandi, c'est dans ce club-là que j'ai été éduqué, évolué, sociablement aussi, mais où j'ai appris à respecter mes partenaires, à me respecter et à avoir une ascension sportive fulgurante et passionnelle. J'ai 3 enfants, j'ai un chien, un labrador, voilà. Comme Claire disait ce matin qu'elle avait un teckel, moi j'ai un labrador, différent mais tout aussi attachant. Voilà. Et donc j'ai été un joueur pendant une quinzaine d'années au Stade Toulousain. J'ai eu la chance d'être international, j'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs, j'ai eu la chance de gagner des titres, ce qui reste quand même un souvenir impérissable. Même quand on vieillit, on n'est plus capable de courir, mais par contre il ne nous reste que les souvenirs. Et puis derrière, je n'avais pas de vocation à entraîner. C'était pas, je me sentais pas légitime, je me sentais pas crédible. Et puis j'ai entraîné les gamins au Stade Toulousain parce qu'il était important pour moi de rendre ce que le club, ou en tout cas le rugby, m'avait offert, à savoir des moments de partage, des moments de joie, aussi des moments de peine, mais d'avoir cet altruisme, d'avoir cette vie de société entre copains, entre groupes. Donc pour moi, c'était important de pouvoir rendre ça. Et le meilleur des publics, c'était les enfants. Voilà, parce que les enfants ne vous jugent pas, les enfants sont à l'écoute. Et pour quelqu'un qui veut transmettre, le plus important, c'est les enfants, parce qu'il n'y a pas de filtre. Donc j'ai commencé à entraîner petitement, j'allais dire, au Stade Toulousain des gamins, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et là, cette vocation d'entraîner m'est apparue naturelle, pour laquelle, derrière, j'ai été sollicité. Je suis parti à La Rochelle. Je suis parti à La Rochelle sur un club
qui montaient de Pro D2 et qui voulaient non pas s'installer, mais d'abord dans un premier temps qui voulaient rester dans l'élite. Et vous savez, peut-être pour les amateurs de rugby, qu'il n'y a pas que le sportif qui compte, il y a aussi l'aspect financier, parce que les modèles économiques des clubs aujourd'hui sont compliqués, évoluent de plus en plus. Donc il y avait plusieurs paramètres à gérer, mais en tout cas pour moi ma mission elle était que le sportif. Et je suis resté 6 ans à La Rochelle, où ça s'est excellemment bien passé, avec une croissance forte. Et puis est venu le moment des choix de carrière, pour lequel encore une fois, puisque le thème est la prise de décision, sûrement par orgueil, j'ai fait le choix de partir pour pouvoir passer une étape dans ma carrière, puisque j'étais entraîneur assistant. Et j'ai répondu à l'opportunité du président Altrad et Montpellier pour être manager. Les conséquences ont fait que, je ne sais pas si c'était un bon choix, pas un mauvais choix. Chose est sûre, c'est que ça ne s'est pas bien passé en termes sportifs et que notre collaboration s'est arrêtée l'année dernière. Mais à juste titre, puisqu'on n'avait pas les résultats escomptés, et ce que je peux comprendre aisément. Donc tout ça pour dire que entraîner, je pense que c'était finalement quelque chose de logique après avoir joué, parce que c'est simple. Ce qui a été difficile pour moi, ça a été de passer manager sans y être préparé. Sans être préparé par rapport à la prise de décision. Quand on entraîne, on amène de l'aspect technique et tactique, mais on amène beaucoup d'humain, d'échanges, d'expérience aussi de ce qu'on a vécu pour essayer d'amener l'équipe sur une identité de jeu, sur une vie collective. Mais ce sont des choses qu'on a vécues. Donc c'est plutôt facile de pouvoir les transmettre. Par contre, passer manager, il y a eu tout un tas de paramètres que j'avais complètement occultés, dont je ne m'étais pas posé la question. Et là, par contre, je n'étais pas formé à ça. Et là, pour moi, la prise de décision, elle a été délicate sur bon nombre de points, parce qu'il faut traiter l'urgence, il faut traiter le moyen terme, et il faut traiter le long terme, avec des conséquences parfois qui peuvent être dangereuses, ou en tout cas compliquées par la suite. Voilà. Donc, pour faire peut-être un parallèle avec vos métiers aujourd'hui, je pense que dans votre cœur d'activité qui est la médecine, je veux dire le côté vétérinaire, pour lequel vous excellez tous, même si certains peuvent débattre de telle ou telle méthodologie sur des cas concrets, sûrement que la gestion d'entreprise est un élément nouveau pour vous, sur les arbitrages que cela peut vous amener à faire sur l'entreprise, sur la gestion des hommes, sur la gestion de vos équipes, sur un planning, sur la valorisation de vos salariés. Moi, personnellement, je n'étais pas prêt à ça. Je ne dis pas que peut-être demain, je ne serai pas un bon manager. Mais en tout cas, sur ça, je n'étais pas préparé. Je n'ai pas su répondre efficacement à ces problématiques-là. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, cette expérience montpelliéraine, même si en la regardant frontalement, on pourrait apparenter ça à un échec. Et pendant un moment, pour moi, ça a été un échec. J'étais plutôt dans le déni, la colère, parce que je ne comprenais pas. Puis j'ai fait la démarche de pouvoir me poser, me regarder dans une glace et puis de me rendre compte que la faute n'était pas toujours celle des autres. Donc j'ai fait une démarche personnelle pour pouvoir comprendre certaines choses. D'où la question aussi de ce matin, pourquoi je suis venu plus tôt, parce que j'ai besoin de m'enrichir aussi au contact des autres, de sortir de notre microcosme sportif, parce que l'échelle de temps par rapport à votre contexte à vous est beaucoup plus rapide. Ça va plus vite sur les prises de décision, parce que tous les samedis, je ne dis pas qu'on remet notre totem en jeu, mais pas loin. Vous perdez un match, derrière le président, derrière, il vous passe, il vous dit attention. Bon, derrière la semaine. Et puis le second match, c'est compliqué. Donc effectivement, cette valeur de temps, elle joue un peu contre vous et vous vous retrouvez beaucoup plus sous pression. Et ça, dans la gestion, je pense qu'avec un apprentissage, avec un travail, avec une forme d'expérience, je pense qu'on peut répondre, ou en tout cas, je pense j'aurais pu répondre un peu plus précisément à ces problématiques, ce que je n'ai pas su faire. D'où la question que je vous renvoie aussi sur le parallèle avec vos métiers, sur votre domaine de compétences, qui est le côté vétérinaire, et moi, était le côté rugby technique, pour lequel j'étais capable de répondre, puisque j'en ai fait pendant 15 ans, et entraîner, finalement, c'était le prolongement de ce dont on m'avait éduqué à faire, ou en tout cas inculqué. Par contre, passer sur l'étape au-dessus, managériale, là, j'ai été en mise à défaut, parce que je n'avais sûrement pas le bon apprentissage. Voilà. Ceci dit, sur la prise de décision, même en étant entraîneur que manager, j'ai eu des moments où l'expérience a pu m'aider, voire me sauver.
Je m'explique. J'ai eu des décisions dans ma carrière de joueurs qui ont dû être, j'ai dû prendre à un moment donné, faire des choix, mais qui ont été à la fois rationnels, où je me suis posé des questions, c'était des choix plutôt de vie, mais sur un terrain, c'est plutôt des choix intuitifs. C'est-à-dire que finalement, moins je réfléchissais, meilleures les réponses étaient. C'est un peu peut-être ambivalent par rapport à ce que vous vivez. Moins je réfléchissais, moins les choix étaient pertinents. De la même façon que quand on est sur un terrain, sur une action anodine, un espace à l'extérieur, comment on y va, tout va très vite. Et finalement, en s'entraînant tous les jours pour être meilleur, le cerveau a enregistré finalement des situations qu'on avait vécues. Et quand des situations sous stress pendant le match se représentaient, il n'y avait pas de réflexion à avoir. Les choses se faisaient naturellement. Donc, cette prise de décision était plutôt naturelle pour moi dans le contexte dans lequel j'évoluais, que je maîtrisais. Une fois passé entraîneur, ces expériences en tant que joueur sans avoir de management à faire, c'est ce côté intuitif, ou en tout cas de déjà vu, mon cerveau les traitait plutôt bien, et à 90%, la réponse était plutôt la bonne. Par contre, une fois que je suis passé manager, où j'ai pris de la hauteur, pourquoi, je ne sais pas, je me suis entêté à avoir beaucoup plus de réflexion que le côté intuitif, parce qu'il fallait analyser une prise de décision, avoir des choses, des indicateurs de performance ou pas, avec tout un tas d'outils qu'on peut avoir aujourd'hui sur les joueurs, sur différentes questions. J'ai eu une réflexion sur la prise de décision qui m'a parfois pas donné les bonnes réponses. Voilà. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que personnellement, sur le rythme, autant entraîneur prolongé sur les joueurs, je veux dire, c'était plutôt simple de pouvoir avoir une réflexion, une prise de décision qui était naturelle. Passer au-dessus dans la gestion des hommes, sur le management, sur les prises de décision qui englobaient tout un groupe, et non pas que moi, j'ai eu beaucoup plus de difficultés parce que je n'étais pas formé à ça. Je ne dis pas que je le suis. Je fais des démarches pour m'améliorer déjà personnellement. Donc, j'espère que demain, je serai un meilleur manager. Mais ces prises de décision, elles ont été compliquées à prendre parce que, comme ce matin, bon nombre de fois, les émotions, elles sont difficiles à gérer dans des moments de doute comme ça, et surtout quand vous êtes seul à prendre des décisions. On peut toujours prendre des décisions à plusieurs, mais on a toujours le doute. Ah, mais lui m'a dit oui, mais lui m'a dit non. Ah, mais moi, je dois trancher. Un coup oui, un coup non. On peut prendre une pièce aussi, on peut jeter la pièce en l'air. C'est soit pile, soit face. Mais ça, on donne la réponse au hasard. Donc, toutes ces problématiques-là, moi, en tout cas, je les ai perçues comme ça. Et c'est sur un manque de formation, ou en tout cas d'outils, que je n'ai pas su, ou en tout cas dans la majorité, sur les prises de décision, pas su répondre. Voilà. Maintenant, j'ai des anecdotes qui sont plutôt claires. Il m'est arrivé à Montpellier la première année, on avait un demi d'ouverture, pour ceux qui connaissent, qui était un néo-zélandais avec un All Black, donc quelqu'un qui avait une qualité qui n'est plus à démontrer, donc un très très bon joueur de rugby. On reçoit La Rochelle la troisième journée du championnat. Bon, vous comprenez pour moi qu'il était important de gagner face à La Rochelle. Bon, donc la pression quand même toute la semaine s'empare un petit peu de moi. Il y a des choix d'équipe à faire. Je mets sur le papier ce que j'estime être la meilleure équipe. À la mi-temps, nous sommes menés 14-6. Donc, vous comprenez qu'à la mi-temps, je rentre, j'emmène pas large, je sens une forme de pression dans le vestiaire. Et donc, ce demi d'ouverture dont je tairai le nom, qui était censé quand même être un joueur de très très haut niveau, me passe complètement à côté. Et là, mon intérieur me fait penser qu'il faut que je prenne absolument vite une décision, rapidement. Donc là, je réfléchis, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ose pas, parce que derrière les conséquences peuvent être, non pas dramatiques, on va relativiser, mais peuvent être dangereuses, en tout cas pour moi et même pour l'équipe. Et puis là, le temps qui s'égrène, j'ai l'impression que ça passe tellement vite. J'ai une pression sur moi, je vois le bon président, vous avez vu ce matin, qui est derrière moi, qui commence je sens son souffle dans le cou. Et là, j'ai les joueurs qui sont là, tête un peu basse, menés. Et puis dans le jeu, pour moi, la solution, c'était de changer un mec. Un mec. Mais ça, c'était ma conviction à l'instant T. Et puis je voyais
je voyais les garçons qui étaient là un peu abattus. Je me dis, qu'est-ce que je veux leur dire, quoi. Alors que moi, je sais il faut que je change lui. Donc là, bien sûr, j'ai mes assistants, entre guillemets, ou mes coachs, ils me disent, ah, vous en pensez quoi? Non, mais toi, garde-le. Ok, et toi? Non, sors-le. Ouais, merci, super. Bon, ben là, je me retrouve à dire, bon, ben débrouille-toi. Et là, je sens le regard, mais peut-être que je raconte mal la scène, mais je vous promets, je suis pas bien, je commence à transpirer, je me dis, maman, je joue pas ma vie, mais c'est compliqué. Et là, donc je regarde le mine d'ouverture, j'ai dit, Aaron, tu sors. Le mec, il me dit, quoi? Puis alors, je savais très bien que je ne voulais pas prendre son regard parce que pour moi, c'était dur de le. Tu sors. Et là, je fais rentrer. Et mon arrière qui jouait arrière, qui est Anthony Boutier, qui n'avait jamais joué 10, j'ai dit, tu passes 10. Et le mec, il me regarde, il me dit, mais il est fou ce mec. Là, on est en train de perdre à la maison et lui, il va tout nous changer le truc. Je ne sais pas pourquoi, ni comment. Sur la seconde mi-temps, Anthony, qui passait de l'arrière, qui est passé en 10, nous change le match, fait un match énorme et on gagne le match. Je rentre au vestiaire, mais dans le couloir qui doit faire, je sais pas moi, 50 de mètres. Vous ne pouvez pas imaginer, j'étais vidé. Vidé, dire, j'ai pris la bonne décision. Mais c'était une décision qui était spontanée, par rapport à un vécu, par rapport à une expérience qui était la mienne, et un ressenti. J'aurais pu me tromper. Mais là, je me suis fait confiance. Et parfois, je suis sûr que dans cette salle, vous êtes tous confrontés à ça. Et des fois, vous avez des choix. Parce que des prises de décision, tous les jours, vous en avez. Je prends un café, je prends pas un café, je tourne à gauche, je tourne pas à gauche. Le feu il est orange, je passe pas, je suis en retard. Enfin, on va tous. Enfin, je mets les chaussures blanches, je mets les chaussures roses. Ce matin, j'ai dit je mets quelle chemise? La rayée, la blanche. Vous êtes confrontés tout le temps à des décisions. Il y en a sans conséquence, il y en a d'autres, c'est des choix de vie, mais celle-là c'est à long terme. Et puis il y a des choix professionnels qui peuvent être à court terme, voire à moyen terme, voire à long terme, mais qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses, voire dramatiques pour certaines activités. Donc, dans cette anecdote que je vous raconte, c'est que je me suis retrouvé à prendre une décision, mais en étant seul. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, tant pis, je fais le choix d'eux. Mais pour moi, ça s'est très bien passé, heureusement. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une certaine forme d'expérience qu'on a au fond de soi et qui parfois sont des choix non pas réfléchis. Parfois, il ne faut pas réfléchir, il faut sentir ce que l'on a, en tout cas dans le sport. J'ai donné beaucoup plus d'importance à ces choix-là, à ces ressentis-là, pour faire un choix à l'instant T, sous pression. Alors après, il y a des choix qui peuvent être un peu plus stratégiques sur la longueur, où là, effectivement, on est un peu plus dans l'analyse, quoique. Mais sur le côté sportif, intuitif, je me suis souvent remis à ces choses-là. Voilà, un petit peu sur les choix, sur cette expérience-là, sur cette anecdote que je voulais vous faire partager, qui était pour moi, je m'en souviens encore, qui était assez... parce que dans l'émotion, ça a été compliqué. Parce que pendant la première mi-temps, je commençais à réfléchir. Je dis, mais c'est pas possible, il faut que je trouve... Alors je commençais à me le mettre en tête, et puis j'allais me parler à mes adjoints. Je me dis, alors non, attends, c'est trop tôt. Oh, putain. Et puis, non, attends un peu. Ah, d'accord, ok. Arrivé à la mi-temps, je leur parle de quoi? Alors que pour moi, la solution, elle est là. Je ne dis pas que le défaut il était là. Je dis la solution, elle est là. Donc, voilà, dans le sport, il y a des choses qui sont peut-être pas rationnelles, mais je pense que dans le monde de l'entreprise, parfois, votre expérience fait que dans votre secteur d'activité, vous êtes largement compétent, vous avez votre expérience et qui parfois vous donne les réponses à vos questions. Maintenant, sur d'autres aspects, peut-être sur les gestions d'entreprise, sur autre chose, je pense qu'effectivement, il y a peut-être de la formation à avoir, il y a peut-être de la délégation à avoir. Comme dans tous les cas, aujourd'hui, moi, personnellement, sur le côté managérial, je vais non pas déléguer, mais me former pour essayer de devenir moi-même, personnellement. Ok, merci Xavier. Tu as parlé effectivement de décisions pas forcément rationnelles, un peu émotionnelles. Une question peut-être sur comment on fait une composition d'équipe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trackers, il y a beaucoup d'éléments qui permettent justement peut-être d'appuyer un peu plus la décision que sur un feeling comme on a pu le faire il y a quelques années. C'est une décision collective. Comment ça se passe peut-être concrètement à partir de ces données de physiologique, physique des joueurs? Ouais, pour faire une équipe aujourd'hui, il y a quand même la qualité intrinsèque de chaque participant. Voilà, il y a toujours, même si on n'aime pas trop dire ça, mais il y a une hiérarchie un peu établie. Alors sur les critères qui peuvent être totalement différents, ça peut être un critère physique, un critère technique, un critère d'expérience. Le plus important, c'est de pouvoir faire la meilleure équipe. Et la meilleure équipe, c'est
une complémentarité dans l'équipe entre de l'expérience, de la jeunesse, de la qualité et aussi des joueurs de club. Ce que je dis, quand j'entends joueurs de club, c'est les joueurs avec un état d'esprit de club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important, parce qu'un match de rugby peut avoir des moments hauts, des moments forts, des moments faibles. Et il faut pouvoir, à un moment donné, gérer, avoir suffisamment de lucidité et d'expérience pour pouvoir gérer ces moments-là. Donc, dans un match, dans un court instant, il y a aussi des prises de décision à avoir. Il y a une partie, alors là, on est un peu aidé parce qu'il y a une partie délégation par rapport au cadre de l'équipe qui, eux, sur le terrain, en fonction de leur ressenti, peuvent eux-mêmes prendre des décisions, qui se responsabilisent, qu'ils assument ou pas. Et nous, on est aussi souvent en apport. C'est-à-dire que sur le bord, quand on est assis sur le banc, qu'on est dans un carré, on ne court pas, je ne pousse pas, je ne plaque pas. Donc je présume que je suis un petit peu lucide. Je n'ai pas dit compétent, j'ai dit lucide. Comparé aux joueurs qui, eux, par contre, ont peut-être 20 minutes, demi-heure, 40 minutes dans les jambes et que parfois, un manque d'oxygénation du cerveau ne fait pas prendre toutes les bonnes décisions. Donc on peut être un apport, un support, un aide là-dessus. Mais c'est surtout les joueurs qui ont quand même cette particularité de sentir les bons moments. Et c'est là où l'expérience, donc le choix des joueurs sur notre équipe, peut faire la différence. Ok, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'appli. On a un peu de temps pour parler autour de ça. Dans la salle, là, déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors, attendez. Voilà. Tiens, je te donne, si tu veux bien. Merci beaucoup. Et bonjour, comment vous avez géré la situation après? Vous êtes rentré au vestiaire, celui qui s'est fait sortir, alors que c'est une décision que vous avez prise tout seul, sans concertation. Comment il l'a pris? Est-ce que l'équipe vous a dit merci, tu as pris la bonne décision? Ou est-ce que ça a été tu as pris cette décision-là, mais ça aurait pu mal tourner? Oui, ça aurait pu mal tourner. Et c'est vrai que cette décision, elle était un peu arbitraire, parce que quand j'ai demandé à mes assistants, en manque de chance, nous sommes 3. Donc il y en a un qui m'a dit oui, l'autre qui m'a dit non. Ok, oui ou non. Donc j'étais obligé de trancher. Mais c'est aussi le rôle, j'allais dire, de directeur, entre guillemets. Donc après, il faut assumer les conséquences. Ça se passe bien, il faut garder de l'humilité, parce qu'on sait très bien que ça aurait pu aussi tomber du mauvais côté. Et de l'autre côté, si ça s'était mal passé, j'aurais assumé totalement mon choix, puisque c'était un choix que j'ai senti. Par contre, le joueur, effectivement, pour lui, ça a été délicat après à gérer. Donc il a fallu qu'après le match, j'aille le voir, pour lequel il n'avait pas envie d'écouter ce que j'avais à lui dire, ce que je peux comprendre. Parce que l'avantage d'avoir été joueur, c'est qu'on a cette expérience et on sait comment on a réagi nous. Donc j'ai laissé un petit peu les choses descendre. Et 1 ou 2 jours après, effectivement, je l'ai vu. Donc la problématique, c'est que dans cette prise de décision, il n'y avait rien de rationnel. C'était un ressenti. Donc quand je suis allé voir le joueur en question, j'ai dit, écoute, c'était mon ressenti. Oui, mais super, mais tu ne me donnes pas de réponse. Non, mais c'est un ressenti. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça se soit bien passé. Donc pour lui, il y a une forme d'acceptation, ou lequel ça se change. Vexé, frustré, mais une forme d'acceptation. De la même façon que le groupe, le fait que ça se soit bien passé, on sentit que le choix était bon. Mais pour un bon choix, j'en ai fait 10 mauvais derrière. Hein. Donc les choses sont toujours remises en question, quel que soit, c'est pas parce qu'on fait un bon choix et qu'on s'en sort bien qu'on a fait le plus long du chemin. Quoi. D'ailleurs, après ce choix-là, la petite anecdote, puisque le président était là ce matin, maintenant qu'il est parti, je peux le dire. 2 jours après, donc, dans les journaux, effectivement, il y a marqué le coup de patte, le Garbajosa ou le truc. Il est venu, il m'a dit, profitez-en, hein, ne marchera pas tous les jours. Ok, président, tu vois, la confiance là, ok, c'est bon. J'ai compris que derrière, il ne fallait pas que je me trompe. Non, mais voilà, donc c'était vraiment un choix à l'instant T. Voilà, c'est comme je pense que parfois vous pouvez être dans ce cas-là et dire, hop, je le sens comme ça. Et pas trop réfléchir, parce que plus je réfléchis, ah oui, mais non, et si, et non, non. Donc j'ai balayé vite d'un revers de la main, et puis une fois que ça a été fait, je ne peux pas revenir en arrière. Donc une fois où j'ai dit à Aaron, tu sors, Anthony, tu passes en 10, c'était fini pour moi. J'avais fait le choix et c'était parti comme ça. Après, advienne que pourra. Mais je pense qu'il faut aussi tenter un peu les choses, sinon c'est compliqué de pouvoir savoir si on a raison ou pas. D'autres questions? Oui, alors, ce qui est très intéressant dans le témoignage, je suis ici là-haut, tout là-haut. Voilà. C'est un Toulousain. Hein, c'est un Toulousain. Ouais. Pas très objectif alors.
Donc, ce qui est intéressant dans le témoignage, au niveau du rugby, donc, dans vos 3 expériences, c'est aussi le changement de temporalité. En tant que joueur, la décision, c'est la fraction de seconde. Quand on pense au disque qui va orienter au pied ou à la main ou ce genre de choses, c'est extrêmement bref. En tant qu'entraîneur, alors, en tant que chef d'entreprise ou même de responsable politique, par exemple, il y a un pouvoir, une décision qui est fondamentale, c'est la nomination. Et l'entraîneur, toutes les semaines, il nomme 15 mecs. C'est incroyable. Plus, mais un peu plus, 22, 23. C'est incroyable comme pouvoir et comme responsabilité. J'imagine que ça va être un stress absolument incroyable. Et quand on passe d'entraîneur à manager, c'est là peut-être ce que j'ai moins perçu. Qu'est-ce que ça amène comme niveau de décision supplémentaire qui pose problème? En tant qu'entraîneur adjoint, vous êtes là pour la performance de vos équipes. Par exemple, à La Rochelle, j'entraînais les 3/4. Ma mission était d'améliorer le jeu de 3/4, donc d'améliorer chaque joueur individuellement par rapport à ses qualités intrinsèques, de développer, de mettre en place le jeu offensif, collectif, mais en aucun cas je n'étais que force de proposition sur le choix des garçons à mettre sur une feuille de match. Donc ce n'était pas à moi d'expliquer les choix. Par contre, j'avais un vrai pouvoir de proposition. Je dirais plutôt un tel qu'un tel. Mais par contre, je ne donnais pas l'équipe. Par contre, donc ça veut dire que là, je faisais les choix sans aucune responsabilité. C'est comme si demain, je vous dis, écoutez, ouais, non, mais faites ça, paye-toi, vas-y, mets ton argent, mais fais ça. Toujours facile de donner des conseils pour les autres tant qu'on n'est pas, nous, mis devant le devant de la scène. Donc, voilà. Donc, vous savez de quoi je parle. Mais par contre, en étant manager, une fois que vous annoncez l'équipe, un peu comme dans une salle comme ça, en disant numéro 1, ceux qui ne sont pas sur la feuille, vous comprenez bien qu'ils sont dans le fauteuil, ils se lèvent, ils s'enfoncent, ils remêlent, et puis ils partent, il y a frustration. Donc derrière, le manager reçoit ou pas les doléances de ses joueurs. Il y en a qui comprennent, parce qu'il y a un turnover. Il y en a qui sont de qualité moindre et que sur le match, ils sont encore un peu en retard, donc ils ne jouent pas. Et puis d'autres qui ne jouent pas du tout parce que ce n'est pas encore le bon moment. Donc ces joueurs-là, effectivement, il faut pouvoir répondre à leurs interrogations sans les frustrer, sans les vexer. Parce que si vous les vexez en disant « non, toi t'es nul, tu ne joues pas », c'est mort. Donc la valorisation elle est importante, mais la différence entre entraîneur, adjoint, de 3/4, de l'attaque, de la défense, ce que vous voulez, il n'a pas la responsabilité d'annoncer les mauvaises nouvelles, si je puis dire. Par contre, le manager, qui est celui dont on décide de tout, pratiquement, même à quelle heure il faut prendre l'avion, en quelle couleur le jeu de maillot, etc., etc., effectivement, il a un rôle qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus pénible à assumer. Voilà. Parce qu'il y a un paquet de... Parfois, quand on a 45 joueurs, d'accord, 45 joueurs différents, d'état d'esprit, de comportement, et quand vous les recevez, vous faites des entretiens individuels, il y en a certains, on arrive très bien à les lire parce que c'est des garçons qui sont authentiques, d'autres un peu moins. Quand on demande les objectifs personnels des uns, des autres, ils varient en fonction du personnage, en fonction de l'expérience, en fonction du poste. Donc il faut pouvoir être adaptable à chaque profil. Et ça, pour moi en tout cas personnellement, ça a été compliqué de m'adapter au profil parce que pas suffisamment d'expérience à ce niveau-là et sur ce poste-là. Il y a une question en haut, je crois, là-bas. Ah non, il y en a une. Oh là. Vous n'aimez pas l'appli, en fait. Hein? Non, mais quand on met les applis, ça prend trop de temps. Moi, Oui, je sais qu'il y en a dans le une. prolongement de ce que vous venez de nous exposer, je fais une relance un petit peu. En fait, quand vous étiez joueur de rugby, vous êtes entraîné tous les jours pour répondre de façon instantanée à des situations que vous aviez emmagasinées, vues, comme un joueur d'échecs va lire des milliers de parties pour pouvoir reproduire des choses. Quand vous êtes passé à entraîneur adjoint, vous avez pris un petit peu de recul par rapport à cette situation. Vous étiez moins dans cette urgence, dans cet apprentissage, dans cet formatage. Vous étiez dans une notion de transmission. Par contre, c'est le rôle de manager après, d'entraîneur principal, hein, où tout d'un coup, c'est un autre métier. En fait, c'est un autre métier, comme disait Philippe, dans une autre temporalité. Intrinsèquement, aujourd'hui, 2 questions pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est un job qui peut
qui peut vous convenir par rapport à vos qualités à vous? Et deuxième question, c'est quoi votre processus? Ça revient un peu à ce qui est écrit là-bas. C'est quoi votre processus aujourd'hui de formation et d'acquisition pour pouvoir atteindre ce niveau? Alors, pour répondre à votre première question, l'envie, elle y est. Maintenant, encore une fois, ça va répondre à la deuxième question, c'est qu'il faut se former pour ça. Aujourd'hui, depuis que je suis parti de Montpellier, que je ne suis plus entraîneur à Montpellier, il y a eu une période où j'étais dans le déni, l'incompréhension, je ne comprenais pas trop. Et puis après, j'ai fait des démarches pour me faire aider, pour discuter, pour savoir ce qui n'allait pas et ce que je ne voulais plus reproduire. Mais je savais pertinemment que j'avais aussi besoin de travailler sur moi-même pour être plus dans l'adéquation avec ce que demandait le sport de haut niveau, et notamment des joueurs ou même un staff par rapport à un manager, sur les prises de décision, sur une direction stratégique, tactique, sur tout un tas de choses que j'ai appris à répondre à mes dépens dans l'urgence, mais pas bien, parce que je n'avais pas de recul là-dessus. Donc, pour répondre à votre question là, sur la deuxième, comment se former, il y a des structures qui proposent des formations sur le management, sur le coaching, sur l'estime de soi, sur la gestion des conflits, sur tout un tas de choses qui finalement tournent autour d'une chose, c'est bien se connaître soi-même. Il y a une limite, ou en tout cas il y a une limite entre l'adaptation et pouvoir conserver ses convictions. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir accepter des choses sans se dénaturer. Le président tout à l'heure prenait une métaphore ou une image avec le masque. Effectivement, on a tous envie, on a tous besoin de valorisation, on a tous besoin de paraître plus beau que ce que nous sommes. Parce que la valorisation est importante. Ça fait aussi avancer notre ego, flatter notre ego et avoir cette petite boîte de confiance qui grandit. Mais il ne faut pas se dénaturer. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rester soi-même parce que c'est le meilleur moyen finalement d'être authentique, de pouvoir avoir toujours le même discours avec les interlocuteurs que vous avez, et notamment au sport, et notamment dans le rugby, parce que c'est quand même un sport de combat collectif. Je crois que c'est le seul pour lequel il faut être capable de prendre des coups pour le mec d'à côté. Je ne sais pas si cette notion-là, elle est compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut être capable de prendre une tarte pour le mec d'à côté. Que je l'aime pas. Donc on n'est pas obligé de s'aimer pour gagner des titres. Par contre, ce que je peux vous garantir, parce que j'ai eu la chance d'en gagner, on s'aime beaucoup une fois qu'on les gagne ensemble. Donc c'est une notion très différente. Mais au début, putain, prendre des coups pour le mec d'à côté alors qu'il gagne plus que moi, alors qu'il a une meilleure voiture, alors qu'il a les contrats publicitaires. Mais le rugby a cette magie-là, c'est de pouvoir quand même faire coopérer des mecs entre eux pour un but ultime, c'est le gain ou de la performance d'un titre, et notamment un bouclier de Brennus ou une Coupe d'Europe. Mais je ferme la parenthèse pour répondre à votre question. Oui, on a des formations aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on était le cursus normal, c'était joueur, entraîneur et manager. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une génération aussi, une population en face de nous qui est très consommatrice. Les joueurs aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a plus de passion. Ils en ont la passion parce qu'il faut être un peu passionné quand on prend des coups toute la journée. Même si le niveau de rémunération a largement augmenté et qu'aujourd'hui, les mecs gagnent très bien leur vie, et moi le premier, hein, encore une fois, je bénéficie aussi de l'évolution en termes d'image du rugby, et je ne m'en plains pas. Maintenant, on a aussi en face de nous un public qui est beaucoup plus consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de droits que de devoirs. Et il faut continuer quand même à garder ça, même s'il faut s'adapter aux nouvelles générations. Il faut pouvoir entendre qu'ils ne sont pas là 1h30 avant le rendez-vous, qu'ils sont capables d'arriver 5 minutes avant, mais de switcher. Nous, à l'époque, il y a 20 ans, on avait rendez-vous à 8h, à 7h, tout le monde était à les vestiaires. Ça va, à quelle heure, quoi, comment? Aujourd'hui, désacralise un petit peu ça, quoi. Les mecs, ils arrivent, entraînement à 8h, à 8h-5, ils sont là. C'est pas pour ça qu'ils font des mauvais entraînements. Mais nous, il faut qu'on s'adapte à cette génération qui évolue différemment et qui n'a pas les mêmes attentes que nous et n'a pas la même façon de fonctionner. Donc, aujourd'hui, on ne va pas changer 45 joueurs. C'est sur nous-mêmes qu'il faut faire un certain travail d'évolution, d'adaptation par rapport au public que l'on a. Je répondu à votre question ou pas? En partie? Non, ouais, c'est bon. D'accord, super. Pierre-Marie, vas-y. Mais... Bonjour. Là, j'ai une question. Là. Oh. Qui parle Oui, c'est Thibaut. Ah, pardon. J'ai l'impression, dans la côté. structure d'entraînement, là, de gestion d'une équipe, là, il y a plusieurs niveaux. Il y a le président, il y a l'entraîneur, il y a le manager. Quel est le rôle de l'un et de l'autre, hein, sachant qu'il y a des pros et puis des non-pros? Et comment, actuellement, quelles en sont les limites et les anomalies? Et quelle serait
je dirais, les attributions idéales de chacun pour qu'une équipe fonctionne au mieux, quoi. C'est une très bonne question. Parce que c'est une très très bonne question. Alors, j'en profite, le président est parti. C'est sûr, il est parti, hein? Oui, oui. Bon, ok. Non, parce que je le connais. Hein. Il est coquin, il est rusé. Sauf s'il a mis un micro sous la table. Ouais, il est capable. Je plaisantais, Non, vous mais faites. fut un temps, alors je ne veux pas faire l'ancien, parce que je ne supportais pas ça non plus, mais fut un temps, on avait l'habitude de dire un président préside, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent. Donc chacun a sa responsabilité et son secteur, j'allais dire, propre. Aujourd'hui, vous en rendez compte, un maximum de présidents dans le rugby viennent, non pas du Sérail, mais viennent du monde entrepreneurial. D'accord ? Le rugby a évolué. Encore une fois, je ne crache pas dans la soupe parce que je mange à cette gamelle-là. Le rugby a évolué où aujourd'hui, les modèles économiques des clubs ont explosé. Il y a 10 ans de ça, un budget d'un club de top 14 était de 10 ou 11 millions et c'était la Bérésina. Aujourd'hui, on avoisine les 40 millions. Donc c'est quand même un budget avec une évolution conséquente. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les modèles économiques qui étaient faits de partenariats, la boutique, le marketing, la billetterie et un peu les subventions locales de ville ne suffisent plus à pérenniser ces clubs-là, sauf dans les grandes villes. Vous vous rendrez compte, pour les amateurs qui sont dans cette salle, je sais qu'ils sont nombreux, il y avait des bastions, Bourgoin-Jallieu, par exemple, pour ne pas les citer. C'était des bastions du rugby qui, malheureusement, par rapport à l'économie, sont descendus d'un, voire 2 étages, parce qu'il n'y avait pas une ville, ou en tout cas un territoire économique favorisant pour le développement du club. Donc, ça engendre quoi ? Ça engendre le fait que des présidents, aujourd'hui, pas des mécènes, je dis bien des présidents, qui ont réussi professionnellement parlant, qui ont des grosses entreprises, comme le président Altrad ou d'autres avant lui, viennent et investissent et deviennent propriétaires de clubs de rugby. Donc la problématique à ça, c'est qu'ils deviennent propriétaires d'un club. Avant, les présidents n'étaient que présidents. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas propriétaires. D'accord ? Puisque c'était un modèle économique, vous l'avez compris, un peu vertueux, mais il n'y avait pas de propriété. Aujourd'hui, bon nombre de présidents sont propriétaires. Donc, moi, je suis propriétaire d'un club demain. Au-delà du fait de filer de l'argent, je veux bien aussi, à un moment donné, être un peu valorisé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'image, il y a l'ego, il y a le fait qu'on me remercie aussi d'avoir pris un club. Le président Altrad, tout à l'heure, vous l'a dit, il a récupéré un club qui était pratiquement en dépôt. Et aujourd'hui, il l'a amené, un club qui a deux titres de challenge européen, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon d'être mise en vitrine et de pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance d'un club de rugby pour lequel, aujourd'hui, il y a une centaine d'employés dans chaque club. Donc, la problématique dans ces relations-là, elle peut être entre les présidents qui ne sont pas du Sérail, qui peuvent avoir une mentalité, un état d'esprit entrepreneurial qui est plutôt cartésien et plutôt simple, avec un monde rugbystique qui, pour ceux qui le connaissent, est un peu plus franchouillard, un peu plus altruiste, etc. etc. C'est pas des façons managériales d'entreprise. Même si aujourd'hui, on tend quand même à évoluer un petit peu, à sortir un petit peu de nos carcans. Mais effectivement, les relations entre présidents... Maintenant aussi, il y a un nouveau poste qui a vu le jour qu'on ne voyait pas, c'est directeur sportif. Donc aujourd'hui, vous avez un président, un directeur sportif, un manager, 5 entraîneurs, des team managers, les kinés. Donc effectivement, ça fait quand même des organigrammes assez conséquents, ou en tout cas qui ressemblent de plus en plus à ceux de l'entreprise. Bonjour. Christophe, Clermontois, Toulousain. C'est bon. Voilà, c'est non. Clermontois ou Toulousain. Ça marche pas, ça n'existe pas. En fonction des finales, c'est je suis Clermontois ou Toulousain. Je sais. Non, faut décider. Bon, une autre question alors. Justement, pour parler de choix et de décision, je sais que les sportifs professionnels sont souvent peu préparés à l'après de leur carrière. Donc j'aurais plutôt 2 questions. C'est est-ce que les choses ont évolué sur pouvoir préparer l'après ? Et si tu n'avais pas fait entraîneur, est-ce que tu avais un plan B en tête ? Alors la première question. Aujourd'hui, des efforts sont faits dans les clubs pour pouvoir former le plus possible, en tout cas le mieux possible, les jeunes joueurs. Ce qu'il est important dans les clubs aujourd'hui, encore une fois, dans ces modèles économiques un peu vertueux, où les budgets aujourd'hui augmentent d'année en année, la meilleure richesse, ou en tout cas la plus grande ressource des clubs, c'est de former en leur sein. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est créer ou perdurer une identité. Ça veut dire que le jeune joueur que vous allez éduquer, comme nos enfants, avec une certaine
avec des convictions d'éducation, etc. etc. Du moment que vous définissez l'ADN du joueur de rugby de votre club, plus vous les prenez jeunes, moins vous aurez de surprises quand ils vont grandir. Et ce sont des joueurs qui vont avoir un sentiment d'appartenance fort au club, d'attachement, et qui finalement ne coûteront pas grand-chose parce que vous n'allez pas aller chercher de la main-d'œuvre dans les autres clubs. Vous comprenez ? Ouais. Donc, déjà, il y a un modèle éducatif. Deuxièmement, il y a la scolarité. Maintenant, ce qui est ambivalent, c'est que l'on pas déscolarise. On sort des structures normales, habituelles, les garçons, un peu comme au foot. On les met dans des écoles, ou en tout cas des cours de classe au sein des clubs, pour leur donner quand même un bagage scolaire, mais ils ne peuvent plus, ou presque plus, suivre un cursus scolaire normal, parce que la dose ou la charge d'entraînement est devenue trop importante. Donc, il faut trouver un juste milieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les clubs ont créé en leur sein des écoles. Alors, il y a plusieurs organismes que je ne citerai pas, je ne les connais pas, qui travaillent en partenariat avec les clubs, ou même des collèges ou des lycées qui ont ouvert des classes de sport, rugby par exemple, pour lequel le club a des partenariats avec un tel collège ou tel lycée. Donc il n'y a qu'une classe de joueurs issus de Clermont-Ferrand qui vont au lycée à Clermont-Ferrand et qui, à 3 heures par exemple, prennent un minibus et vont s'entraîner dans la structure de l'ASM pour pouvoir développer leur rugby. Donc il y a un juste milieu à trouver avec ça, mais effectivement, ça ne reste pas un cursus scolaire normal. Donc les vocations de métier que pourraient avoir les gamins ou les jeunes aujourd'hui de leur futur, la seule et unique chose pour laquelle ils pensent aujourd'hui, vous le comprenez, c'est de devenir professionnel. Parce que c'est le rêve d'un gosse, et qu'en plus de ça, sociétalement parlant, c'est un ascenseur. Donc aujourd'hui, les gamins, même s'ils font quand même des cours, peut-être que, ou sûrement même leur acquaintance, leur focus, leur concentration, il est fait aussi sur le domaine sportif. Mais les clubs aujourd'hui font l'effort, en tout cas, ils mettent des moyens pour pouvoir offrir des cours, une scolarité quasi normale à leurs plus jeunes, en tout cas du CDF, du centre de formation. Voilà. Deuxième question, moi-même, quand j'ai arrêté de jouer, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas une vocation d'entraîner. La légitimité, la crédibilité, je n'ai pas fait que les bons matchs, pas fait que les bons... Bref. Donc je ne le sentais pas au fond de moi-même. Donc, par contre, j'ai une deuxième passion, c'est l'immobilier. J'ai toujours aimé ça. J'ai pas un père qui vient du bâtiment, ma mère non plus, fort heureusement. J'avais pas de famille du bâtiment et je sais pas pourquoi. J'ai toujours été passionné de ça, donc j'ai fait un peu de promotion avec l'argent que j'ai eu la chance de gagner en tant que rugbyman et j'ai investi. Voilà. Donc je faisais l'immobilier. Le rugby m'a rattrapé et je suis reparti au rugby. Mais si demain ça devait s'arrêter, je repartirais peut-être faire un peu d'immobilier ou faire autre chose. Dans tous les cas, j'ai la chance de faire partie d'une génération. On avait la chance de pouvoir encore faire les études, puisque j'ai fait un DUT. On avait des horaires aménagés, certes, mais on avait la chance de faire les études, où le rugby nous prenait du temps, mais c'était le soir. On s'entraînait une fois par jour, mais c'était à partir de 17h. Donc on avait toute la journée, en tant qu'étudiant, à consacrer aux études. Aujourd'hui, ça devient compliqué pour les enfants ou pour les jeunes, parce qu'ils ont parfois 2 entraînements par jour. Et là, effectivement, l'emploi du temps, le planning se chevauche, et c'est très compliqué. J'ai une question. En ce qui concerne le recrutement, l'analyse de la personnalité des joueurs, parce que dans le monde de l'entreprise, maintenant, on a des outils, il y a le MBTI, il y a le Processcom, il y a tout un tas de trucs, les 360. Quels outils vous utilisez ? Est-ce que vous utilisez des outils ? Et est-ce que vous êtes chargé du recrutement ? Est-ce que c'est le même qui fait justement l'analyse des personnalités qui fait le recrutement ? Et ensuite, comment vous organisez vos lignes en termes de culture ? Puisque, en fait, vous êtes multiculturel entre les All Blacks, les Toulousains, les Clermontois. Comment faites-vous ? Alors, c'est une très bonne question. C'est la deuxième très bonne question qu'il pose. Non, c'est bien, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai parce que c'est un manque chez nous. C'est pour ça que c'est une bonne question. Aujourd'hui, le profil, un peu comme on pourrait dire un profiler, un peu américain, effectivement, nous, on se réfère à quoi ? À la qualité du joueur. Quand on recrute un joueur, on va le faire en fonction des manques que l'on a par rapport à notre plan de succession. La première priorité, en tout cas personnellement, c'est d'abord de générer un plan de succession. Je m'explique. J'ai 40 joueurs à l'instant T. J'ai mes fins de contrat. J'ai des joueurs qui vont arrêter dans 1 an ou 2 ans. Et puis derrière, je descends d'un étage. Les espoirs. Qui c'est que j'ai chez les espoirs qui est capable,
à moyen terme de passer, de monter. Donc déjà, pour les faire monter, je vais les entraîner avec l'équipe première tous les jours, pour qu'ils puissent endurcir et voir ce que c'est que le très haut niveau. Je vois avec le patron du CDF, il me dit il y en a 3, 4. Donc je compte sur les 4 et je me les mets sur mes plans de succession. Et je fais ça. Mais si à l'instant T, par exemple, il me manque un second de ligne, un centre et un 3/4, la première des choses, c'est de pouvoir identifier les joueurs qui sont le plus à même de répondre au projet de jeu. Je ne sais pas si je m'exprime. C'est-à-dire que, d'abord, au projet de jeu. Moi, j'ai des convictions où je préfère qu'on joue un peu plus comme ça. D'autres vont vouloir jouer comme ça. Donc, il faut que le garçon puisse être adaptable au projet de jeu mis en place par l'entraîneur, par le manager ou même par le club. Parce qu'il peut arriver d'avoir une identité de club. À la suite de quoi, si jamais le deuxième critère, c'est l'état d'esprit. Parce qu'on a aujourd'hui dans le rugby, on donne beaucoup d'importance à l'état d'esprit, à la capacité de se sacrifier pour les autres, à cette capacité de coopérer, à cette capacité d'humilité, voilà, de respect. Donc ces critères-là, il y a le sportif, le talent du joueur, et après il y a l'état d'esprit du garçon. Mais comme vous dites, c'est ce qu'on ressent nous quand on voit le joueur ou les comportements qu'il peut avoir sur le terrain. Ça, c'est important, par exemple. Hein, par expérience, quand on liste, on identifie un joueur, la façon dont il joue ou la façon dont il se déplace sans ballon, pour moi, par exemple, ça me donne beaucoup de réponses. Parce qu'avec ballon, tout le monde est capable, c'est comme en soirée. En soirée, à 2 grammes, tout le monde est copain. Et puis qu'à un moment donné, non, tu viens me chercher? Ah non, j'ai autre chose à faire. Les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Les copains, il y en a plein. Là, c'est un peu pareil. Sur le côté sportif, quand on identifie des garçons, le travail sans ballon est représentatif de l'état d'esprit de la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, et ça, c'est important. Donc ça, c'est des indicateurs pour nous qui sont importants et pour lesquels c'est les outils dont on se sert. Mais là où je vous rejoins, je pense qu'une personne aujourd'hui que l'on pourrait déléguer afin de pouvoir observer ou de faire un schéma psychologique ou d'une personne, je pense que ça serait très enrichissant par rapport au contrat que l'on peut signer après avec les joueurs. Et ça, c'est intéressant, oui. Et pour l'instant, c'est pas encore fait, ou en tout cas, c'est pas totalement incorporé, quoi. Pierre-Marie, tu avais une question? Oui, merci. Tout en haut à Bonjour. gauche, avec la chemise rose. Juste une question justement sur l'équipe, la valeur de l'équipe et sa capacité à produire ensemble, donc un peu dans le fil de ce que vous dites. Comment vous gérez les très grosses personnalités, les égos, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et j'aimerais bien savoir en tant que manager, quand vous êtes sur le banc en train de trépigner, de voir celui qui n'a pas le ballon et comment... voilà. Qu'est-ce qui se passe, vous, en tant que manager? Comment vous le gérez quand vous voyez que ça dérape, alors que vous n'avez pas forcément le levier tout de suite? Et puis, la correction pour le coup d'après, et comment vous recadrez des fortes personnalités comme ça? Merci. Alors c'est toujours délicat, c'est un point sensible. Mais je crois que dans toutes les équipes, ou que ce soit même dans l'entreprise, ou encore plus dans le sport. Parce qu'il y a une médiatisation quand même qui est exacerbée, vous l'avez compris. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, les médias, un garçon qui a fait 2 matchs en top 14 et qui est demain à la une de l'équipe, ça y est, on en a fait une nouvelle star alors qu'il a 2 matchs dans la raquette. Donc bon, ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est une problématique au sein du vestiaire, l'ego. Et je pense qu'encore une fois, il faut penser équipe et non pas individu. C'est-à-dire que pour moi, et dans mon éducation, il y a l'institution qui est le club, il y a l'équipe et les joueurs. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui sont un peu amateurs de rugby, l'exemple Colby. Est-ce que vous le connaissez, l'exemple Colby, pour certains? Bon, Cheslin Colby est un joueur sud-africain qui a été élu meilleur joueur du monde l'année dernière et meilleur joueur du championnat de France l'année dernière. Donc un mec capable de pouvoir changer le cours d'un match tout seul, un talent inné, rien à dire. Vraiment le best player. Ce garçon-là était international à 7. À 7, c'est une forme de rugby réduite pour les néophytes. Hein, d'accord ? Donc ce garçon-là n'était pas connu ou méconnu du grand public. Il est venu au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain a fait un choix de prendre Colby parce qu'il correspondait à l'état d'esprit ou à l'identité du projet de jeu. Donc ce jeu debout, un peu fait de vitesse, etc. Très bien. Le mariage s'est super bien passé puisque Colby a participé
au titre de champion de France du Stade Toulousain la même année et est devenu le meilleur joueur du championnat. Et derrière, il est devenu international à 15, il a gagné la Coupe du Monde, etc. etc. Bon. Derrière, Chelsea Colby, qui est une star aujourd'hui, au Stade Toulousain, prime l'institution, l'équipe et les joueurs. Et ils ont tendance à dire au Stade Toulousain que la star, c'est l'équipe. D'accord ? Colby, l'été dernier, n'était pas content ou était mécontent de sa rémunération. Pour lequel on lui a expliqué, on lui a dit, écoute, Chelsea, tu fais partie de l'équipe comme les autres, on ne va pas t'augmenter toi, sinon il faut augmenter Dupont, Ntamak, tatati, et on explose. Ouais, non, mais c'est pas normal. Très bien. Tu n'es pas content, tu prends des affaires et tu te casses. Je schématise. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, imaginez-vous le club. C'est-à-dire que c'est un club. S'il n'y a pas une grosse identité, le club laisse partir son meilleur joueur, sa figure de proue, médiatique, sportive, mec qui a surfé sur l'eau, dont on parle, quand on parle de Colby, on parle de Stade Toulousain. Donc, préfère dire, pour le bien de mon groupe, pour le bien de mon vestiaire, va-t'en. Il y a des clubs qui auraient peut-être répondu à ces doléances. Donc, pour moi, la problématique des égos, elle existe. Il faut simplement avoir un cadre défini avec l'ensemble des joueurs. Et celui qui s'amuse à dépasser, il faut qu'il soit sanctionné. À l'intérieur de ce cadre, chacun s'exprime de la meilleure des façons ou du mieux possible. Maintenant, il y a encore plus un égo qui, pour moi, est le garant d'un état d'esprit d'équipe et de club, donc forcément une exemplarité. Quand on est un des meilleurs joueurs, on doit être exemplaire par rapport aux autres. Parce que le rugby, dans ses convictions fortes, est un sport aussi de transmission et les vieux ou les meilleurs transmettent aux jeunes. Enfin, on s'est toujours fait fort de ça. Je ne vous assure pas que ce soit vrai partout. Mais on a toujours surfé là-dessus, sur ces valeurs-là, intrinsèques. Donc, quand on délimite un cadre, qui que ce soit, et encore plus un mec qui doit être exemplaire, s'il sort du cadre, il faut malheureusement le sacrifier. Mais c'est facile à dire, hein, encore une fois. C'est aussi des choix à faire avec une prise de décision. Je vais poser des questions qui sont dans l'application. Il y en a 3 qui ont essayé de faire des questions. La première, c'est votre futur club. Comment est-ce que vous allez choisir ? Sur quels critères ? L'affect, les hommes, la rémunération, l'historique. Qu'est-ce qui ferait que vous prendrez votre décision ? Alors, je suis plutôt d'accord pour dire que la rémunération ne doit pas être un critère de choix numéro 1. Mais par contre, il fait une exorbitante partie de l'équation. Il faut qu'on soit tous, francs, très clairs ensemble. Hein. Je veux dire, à un moment donné, je ne connais pas un mec dans la salle qui travaille gratuitement. Vous travaillez gratuitement ? C'est même parce que moi, j'ai mon chien, Maro, il a un truc, je peux vous l'envoyer. Personne ne travaille gratuitement, ça c'est pas vrai. Par contre, dans vos choix, dans nos choix, ou en tout cas dans le mien, la rémunération, elle reste pas secondaire, mais ce n'est pas le premier critère. Donc déjà, pour moi, ça sera la dernière. La relation avec le président, importante. Pourquoi vous rigolez ? Je dis une bêtise ? Il est là. Ah, c'est l'histoire du micro tout à l'heure, je crois. D'accord. Non, mais la relation importante, ou en tout cas avec votre supérieur hiérarchique, si ce n'est pas le président, que ce soit le directeur général, mais il faut avoir une relation de confiance très forte. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le rôle de manager, c'est bien, parce qu'on en prend, c'est chouette, on prend des décisions, et c'est valorisant de prendre des décisions. Par contre, quand vous vous retrouvez seul, moi j'en ai souffert de me retrouver seul. Je crois que ça a été le plus dur, de me retrouver seul, et de regarder au-dessus de mes épaules et que je ne voyais plus personne. Donc ça, c'était compliqué. Et j'aurais aimé à un moment donné avoir cette relation qui puisse me remettre un petit peu, 2-3 crédits de confiance pour pouvoir repartir un petit peu de l'avant. Donc la relation avec le président et inexorablement l'affect et les hommes. Parce que le territoire, l'identité d'un club, la culture, pour moi, elle est importante. C'est-à-dire que personnellement, je serais plus attiré par un projet à moyen voire long terme où il faut bâtir, quitte à partir de plus bas, que sur un projet à court terme pour être de suite efficace. Je pense que je ne suis pas encore prêt à ça. Et par rapport avec un peu de recul, ce qui a pêché au niveau de Montpellier, la gestion des hommes, dans le jeu Ouais, je pense que j'ai voulu mettre un projet de jeu qui était peut-être un peu trop, qui n'était pas surtout pas adapté aux joueurs que j'avais.
Et je suis parti tête baissée, sans trop écouter ou en tout cas avoir les signes. J'étais têtu, même voire obtus. Il y avait une génération qui était en train de finir. Une génération qui a porté fièrement les couleurs du MHR, mais qui à un moment donné ne rentrait plus dans les projets parce qu'il fallait à un moment donné remercier tout le monde et partir avec de la jeunesse. D'où le choix aussi de mettre un gamin de 20 ans capitaine de l'équipe pour pouvoir avoir cette transition. Ouais, pour moi, c'est les deux raisons pour lesquelles la patience, pour lesquelles j'ai manqué malheureusement inexorablement de patience. Voilà, mais encore une fois, ça peut paraître un échec. C'est comme ça qu'au début, je le considérais. Et puis, à un moment donné, d'un échec, je m'en suis fait plutôt une arme pour pouvoir savoir exactement ce qu'il ne faudra pas refaire. Et plein de petites choses que je vais tenter d'améliorer chez moi. Charlotte, il y a une question ici. Alors moi j'ai une question, c'est vraiment particulier au rugby. Donc vu que c'est un sport quand même qui est hyper collectif, comment est-ce qu'on fait pour manager une équipe où il y a tout le temps il y a tout le temps les sélections qui viennent piller les clubs un peu en cours de saison et pas au même moment, que ce soit avec les nations européennes ou également les nations de l'hémisphère sud. À chaque fois c'est pas les moments. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une stabilité alors que l'effectif en fait il bouge en permanence, surtout dans des grands clubs comme ça où on a pas mal d'internationaux. Et j'ai une deuxième question, c'est est-ce que ça te dirait de venir entraîner l'école vétérinaire de Lyon, parce que on a une petite pénurie du coup au niveau des entraîneurs et voilà. Puis surtout qu'on a 20% de garçons, donc bon c'est un peu compliqué, on a besoin d'un bon coach. D'accord. Voilà. Pourquoi pas? Je te dirai ça après. Il n'y a pas de rémunération par contre. Non, mais j'ai dit que c'était pas un critère. Ah, bien Mais on va s'arranger quand même. On paye en Peut-être le troisième chien, mi-temps. peut-être le J'aime chien. bien manger par contre. Tu peux soigner le chien peut-être, non? Ouais, on soigne tout, ouais. Donc, alors la première question. C'était quoi la première question déjà? C'est comment est-ce qu'on fait pour gérer l'effectif qui bouge en permanence avec le départ des internationaux Ouais, c'est les problématiques proprement dues au top 14 et uniquement au top 14. On est le seul championnat de sport professionnel à s'amputer des meilleurs joueurs pendant que le championnat domestique joue. C'est quand même fou. C'est-à-dire que l'année dernière, ou il y a 2 ans, pardon, pendant 6 mois, on n'avait pas les internationaux. Donc on avait 6 joueurs qui étaient partis avec l'équipe de France pendant 6 mois, la moitié du top 14 en équipe de France. Donc, quand vous avez un club où derrière le plan de succession a été travaillé, préparé et qu'il est efficace, ben, quand un joueur s'en va en équipe de France, vous avez inexorablement quelqu'un qui le remplace du centre de formation. Je ne vous dis pas qu'il est aussi bon, mais en tout cas, il a été éduqué, élevé à la mamelle et il peut, à l'instant T, remplacer numériquement, en tout cas, le garçon qui s'en va. Pas en qualité. Mais c'est une problématique, effectivement, du championnat pour lequel les clubs, et certains clubs, perdent entre 7, 8, 10, 12 joueurs sur les périodes internationales. Et ça devient problématique. Et ça va être très handicapant. Mais par contre, aujourd'hui, comme on a un top 14 entre la Coupe d'Europe, le top 14 et les dates de l'équipe de France, plus les vacances obligatoires, dans 52 semaines, il y a un week-end de libre au jour. Mais ça, le calendrier a toujours été une problématique depuis des années et des années. Et aujourd'hui, ça reste un problème insoluble. Une dernière question. Pourquoi continuer? Qu'est-ce qui te motive finalement dans la voie du management? Et pourquoi pas finalement rester au niveau entraînant? Effectivement, sur cette question, de par le plaisir que j'ai pu prendre à entraîner, simplement entraîner, je pourrais très bien répondre, oui, effectivement, le management, j'en ai pas envie. Il y a trop de contraintes. Ou en tout cas, je ne suis pas prêt pour ça. Mais aujourd'hui, la question peut se poser, la question que je me pose à moi, c'est aujourd'hui, pourquoi n'avoir qu'un seul manager? Aujourd'hui, on peut très bien avoir un management à 2 têtes, comme ça se faisait à l'époque, et ça fonctionnait aussi bien. Aujourd'hui, c'est un vrai questionnement, et cette question n'est pas bête. Le plaisir, franchement, je l'ai pris à entraîner, et sur la partie technique avec les 3 quarts, mais on fait quand même du management. Parce que quand vous avez 15 mecs, ben vous êtes obligé de manager, dans tous les cas. Donc il y a une partie de management, mais sans en avoir l'entière responsabilité. Donc sur le plaisir, oui, mais la voie du management général, elle est aussi hyper intéressante. Donc là, la prise de décision, pour l'instant, je n'ai pas analysé, je n'ai pas trouvé. Mais je ne sais pas, je vais voir aussi
avec le temps, voir aussi les projets qui pourraient être amenés à prendre ou à discuter. Mais je vous dis, j'ai une autre aussi idée dans la tête, c'est peut-être de pouvoir refaire une doublette avec un co-management. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Xavier.